passe à une table ronde. Donc, je vais accueillir 4 femmes scientifiques avec moi. Amélie Vialet, Florence Dion, Géraldine Véron et Andrea Bachrata-Kubic. Je vous invite à me rejoindre, mesdames. Merci beaucoup, mesdames, d'être avec nous. Donc, l'idée, là, c'est de découvrir vos métiers. Vous avez toutes les 4 des métiers très différents. Vous êtes du MNHN et du CEA. Eh bien, écoutez, Amélie, vous êtes à côté de moi. Je propose qu'on commence par vous. Vous êtes paléo-anthropologue. Donc, on comprend qu'il y a 2 morceaux dans ce mot, paléo et anthropologue. Anthropologue, qu'est-ce que c'est, déjà ? Oui, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Alors, paléo-anthropologue, paléo, c'est l'ancien, et anthropologue, ce sont les humains. Donc, moi, je travaille sur les humains anciens, c'est-à-dire sur, on pourrait dire, nos ancêtres, qu'on connaît sous la forme de restes fossilisés de leur squelette, mais tous les fossiles qu'on connaît, qui sont plus ou moins proches de nous, les Homo sapiens, ne sont pas nos ancêtres directement. Voilà, on a une famille humaine qui est composée de plein de branches, et donc voilà, moi j'étudie certaines de ces branches. Par exemple, Néandertal, c'est un nom qu'on connaît, qu'on a déjà croisé. Voilà, beaucoup. Oui, j'imagine que Néandertal, c'est un mot que vous connaissez. En fait, ça représente un groupe humain qui a disparu. Alors, vous savez que la paléogénétique, l'étude des gènes, a permis récemment quand même de montrer que, en fait, leur disparition, c'est un peu une dissolution dans notre genre et notre espèce Homo sapiens à nous. Autrement dit, vous savez, on a un petit peu de Néandertal en nous, dans nos gènes. Donc, il a disparu. Oui, vous ne croiserez pas demain un Néandertalien dans la rue, mais finalement, on le porte encore un peu en nous. L'histoire humaine, elle est très complexe. Elle est faite de beaucoup de brassages génétiques depuis, j'oserais dire, 7 millions d'années, parce que c'est le plus vieux fossile qu'on connaît. Mais l'ADN, vous savez, on ne peut le récupérer que sur une période de temps un peu courte, parce qu'il ne se conserve pas très bien. Et donc, bon, c'est court, ça va vous paraître long à l'échelle d'une vie humaine, bien sûr, mais pour nous qui travaillons sur des millions d'années, c'est court. On a de l'ADN autour de 100 000 ans. On a réussi à récupérer quelques éléments à 400 et quelques mille ans. Voilà, mais du coup, c'est qu'une petite partie de notre histoire. Mais cette petite partie, elle nous indique que vraiment, notre histoire commune à tous, elle est faite de brassages génétiques permanents. Et que donc on est tous de multiples origines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que Homo sapiens sur toute la Terre, sur le genre humain, mais fut un temps, on cohabitait avec d'autres espèces d'humains. Voilà, ça c'est ce que nous montrent les fossiles, parce que la démarche scientifique, c'est de partir bien évidemment de faits archéologiques, de faits tangibles. Donc on découvre ces fossiles dans des conditions un peu particulières, là où ils ont pu se conserver, parce que ça reste quand même assez aléatoire. Et c'est vrai que sur la base de ces fossiles, on les étudie, donc on les observe, on les compare entre eux, on voit ce qui est différent, on voit ce qui est pareil, et on a des collègues avec nous, beaucoup, qui travaillent sur d'autres domaines, mais qui nous intéressent, parce que par exemple, on travaille avec des physiciens, justement, qui peuvent venir du CEA à l'origine, qui vont nous générer des datations, c'est-à-dire donner des dates à ces fossiles. C'est-à-dire savoir, on sait parce qu'en testant la Terre autour, que cette Terre-là, elle a quelques milliers d'années. Oui, alors la Terre, c'est un peu compliqué, mais si par exemple, très souvent, par exemple, les ossements humains, ils sont dans des sites archéologiques associés à des ossements d'animaux, parce que les groupes humains, ils ont rapporté les animaux qu'ils ont consommés sur place. Et ces animaux, vous pouvez avoir par exemple des chevaux, donc les dents d'équidés, comme on les appelle. Eh bien, on sait très bien dans notre laboratoire, justement, nos physiciens savent très bien obtenir une datation à partir de l'émail des dents des équidés. Et donc, ils peuvent nous caler dans le temps les fossiles humains. Et donc, nous, on remet tout ça dans l'échelle temporelle. Et du coup, on se rend compte qu'en effet, pour une même période de temps, on peut avoir différents groupes humains qu'on peut appeler des espèces ou parfois des genres différents, et que ça montre bien qu'en effet, à un même moment, on a une espèce de buissonnement, et que donc, autant aujourd'hui, vous croiserez que des Homo sapiens sur la surface du globe, mais si on prend il y a 2 millions d'années, vous aviez des paranthropes. Les paranthropes, c'est un genre vraiment différent du nôtre, des australopithèques, et les tout premiers, justement, représentants de notre genre, le genre Homo.
Alors, quand on voit un documentaire, par exemple, sur les hommes préhistoriques où on reconstitue leur vie dans une grotte, ça part en fait de travaux de paléoanthropologues, justement de reconstituer la vie, essayer de deviner ce qu'ils faisaient à cette époque. Voilà, alors la mise en image pour les sociétés anciennes, c'est un peu complexe parce qu'évidemment, il faut faire appel à notre imagination. Et quand on fait appel à notre imagination, on n'est plus strictement dans le domaine scientifique. Voilà. Donc nous, justement, Géraldine et moi, par exemple, on est souvent conseillères scientifiques pour ce genre de production, c'est-à-dire qu'on aide les personnes qui réalisent des documentaires pour la télé ou pour la radio, on les aide à être au plus près des faits scientifiques, c'est ça qui est important. Alors, il faut laisser une petite part à l'imaginaire, parce que pour la préhistoire, il faut imaginer que ce qu'on retrouve, c'est ce qui se conserve. Et c'est ce qui se conserve, on l'a dit, de façon quand même assez exceptionnelle. Donc, tout ce qui est matière périssable, tout ce qui va se décomposer dans le sol, on ne le retrouvera pas. Donc on va trouver des pierres taillées. Alors c'est super, il y a plein de trucs à dire, mais bon, c'est quand même des cailloux, grosso modo. Et puis, on va trouver des ossements, voilà, d'animaux ou d'humains. Hein. Mais tout ça, vous imaginez bien, par rapport à la diversité de tout ce qu'on peut connaître de nos productions, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, on a beaucoup, justement, de professions différentes. Hein. Il y a plein de métiers qui se sont développés qui permettent d'aller très finement dans l'étude de ce matériel pour reconstituer au mieux les comportements. Je vous parlais, par exemple, des animaux apportés dans les grottes. Bon, ils ont été chassés. Parfois, ils n'ont pas été chassés, ils ont été charognés, c'est-à-dire qu'on a récupéré une partie d'une carcasse animale qu'on n'a pas tuée soi-même. Et tout ça, on peut le mettre en évidence, par exemple, avec l'archéozoologue qui va travailler sur les petites traces laissées sur les ossements d'animaux. Merci beaucoup, Amélie. Alors, Florence et Andrea, vous travaillez toutes les deux au CEA. Vous êtes sur un domaine complètement différent. Vous travaillez toutes les deux dans le nucléaire. Alors, peut-être un petit récap sur le nucléaire. On l'a vu tout à l'heure, Marie-Ange nous en a parlé. Il y a la dissuasion nucléaire, il y a les armes nucléaires, il y a les centrales nucléaires, mais tout ça, à la base, c'est de la radioactivité. Est-ce que, Florence, vous pouvez nous expliquer ce que c'est, dans les grandes lignes, le principe de la radioactivité ? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus, déjà, et de nous écouter. Donc, la radioactivité, on connaît, je pense qu'on connaît assez bien maintenant Pierre et Marie Curie, mais ça date d'un petit peu avant. La radioactivité, c'est le tableau de Mendeleïev, le tableau périodique qu'on a tous eu ou que vous avez tous à la fin de vos manuels de physique-chimie. Il est beau, il est coloré, et en fait, ce sont les éléments naturels ou artificiels qui, spontanément, sont capables de libérer une petite particule et de l'énergie. Et donc, la physique nucléaire s'emploie à comprendre comment ces particules ou cette énergie est libérée et surtout comment on peut l'utiliser à notre avantage. Donc ça se décline effectivement à partir de 1945 pour la dissuasion nucléaire et la production d'énergie nucléaire pour la France, pour être autonome énergétiquement. C'était la volonté d'après-guerre. Mais avant ça, effectivement, Pierre et Marie Curie ont beaucoup travaillé sur le radon, pas très loin d'ici, dans les laboratoires parisiens pour exploiter cette propriété naturelle de certains atomes. Donc atomes, c'est un noyau avec des électrons qui gravitent autour. C'est une planète, c'est la planète Terre avec plusieurs lunes. Et dans les centrales, c'est l'uranium, par exemple, c'est ça, dans les centrales nucléaires ? Donc dans les centrales, on exploite l'uranium qui a cette propriété de pouvoir libérer 3 neutrons, donc 3 particules neutres. Et ces particules neutres embarquent de l'énergie. Et cette énergie, elle chauffe de l'eau. C'est une bouilloire géante. Chauffe l'eau, la vapeur fait tourner une turbine. La turbine, c'est un gros aimant qui produit l'électricité qui nous alimente aujourd'hui. Et le CEA, donc, a travaillé à ses origines sur l'énergie nucléaire. Andrea, vous, votre spécialité, notamment, c'est de savoir comment cette matière-là, qui est au cœur de nos centrales, va fonctionner pour éviter globalement que ça explose, si je fais un gros raccourci ? En effet, moi j'ai un parcours scientifique, en plus je viens de la Slovaquie, c'est peut-être bien de le dire, et je suis en France depuis 2009, et dans toute ma vie, je commençais par vraiment la recherche à plusieurs niveaux. Et ce que vous avez dit, oui, aujourd'hui, je suis chef de laboratoire, j'ai une équipe des experts autour de combustibles. C'est un mot qui exactement parle de ce qu'on met dans une centrale nucléaire pour un élément le plus, on peut dire, important qui quand même crée toute cette musique.
Et c'est toute la science autour de combustibles. En effet, j'ai de la chance d'être entourée aujourd'hui par des experts sur ces domaines. Moi, dans ma vie, je bascule, on peut dire, côté centrale nucléaire, sujet sûreté aussi. Donc sûreté, c'est être sûr que tout se passe bien. Voilà, ça c'est quand même très important. J'avais aussi la spécialité que je maintiens toujours côté accident. Ça aussi c'est un mot qui peut-être, c'est ça qui fait peut-être blocage de se décider peut-être pour nucléaire, mais de plus en plus tous les chercheurs travaillent pour convaincre des gens qu'on a des solutions innovantes et on est de plus en plus sûr. Voilà, comme ça, c'est à plusieurs échelles qu'on peut vraiment étudier nucléaire. Ça, c'est quand même important. Mais si je reviens du combustible, peut-être juste vous dire un petit mot sur ça. Ce qui est intéressant sur le sujet combustible, c'est que l'innovation, ça continue. Parce que ce qu'on met aujourd'hui dans nos réacteurs actuels, on parle vraiment de l'échelle petit pastille de quelques centimètres, après on l'arrange, voilà. Il y a toute la question de matériaux, on a parlé de la basique, ça produit radioactivité, oui, mais on peut optimiser des matériaux aussi, côté, on peut dire, de situations non favorables pour que le matériau tienne bien. Pour qu'il est résistant, on peut dire, aux conséquences de l'irradiation, qu'on peut lier à tout ce produit de fission. Donc on essaie de trouver le meilleur combo pour que tout ça tienne bien en place. C'est ça, c'est une chose, un matériau vraiment optimisé sur aussi un matériau durable, parce qu'aujourd'hui on parle, vous avez entendu peut-être dans la télé des choses comme fermeture de cycle. C'est vrai qu'on est très très bien dans le nucléaire, mais si on veut aller très très loin, il faut qu'on commence à regarder nos déchets comme source possible de réutilisation, et on sait faire, voilà, c'est vrai qu'il y a toujours la question optimisation, le temps et le prix et tout ça, mais les chercheurs y travaillent et on sait faire, on a des idées, des solutions qu'on peut mettre en pratique. Voilà, comme ça c'est un matériau précieux, on peut dire, l'uranium, qui est à la base de tout ça, et on peut l'optimiser, on peut optimiser son géométrie, son comportement, l'énergie que ça nous donne, la sûreté, et ça c'est très passionnant parce que c'est très riche comme milieu de la recherche. Florence, vous travaillez aussi dans le nucléaire, vous êtes passée par plein de secteurs, notamment le secteur militaire, et vous aviez travaillé longtemps sur la dissuasion, et l'idée c'était de faire des simulations, c'est ça, pour être sûr que nos armes défensives fonctionnent? Exactement. Donc, à la sortie de mes études, je suis diplômée d'une école d'ingénieur Subialilé en matériaux, et j'ai commencé ma carrière dès mon diplôme au CEA au côté application militaire. Donc, en fait, c'est un domaine de physique et de chimie qu'on n'étudie pas à l'école. Voilà, il faut être clair. Donc, je suis repartie sur une formation de 2 ans et demi en interne CEA, puisqu'on a des centres de formation, tant sur le civil que sur le militaire, pour des applications dédiées qui, sur la base de ce qu'on voit en école d'ingénieur ou à la fac, jusqu'au niveau M2. Et donc, après cette formation en interne sur les applications militaires et sur la physique nucléaire extrêmement rapide et extrêmement énergétique, j'ai travaillé donc 10 ans pour le programme dissuasion nucléaire. Alors, c'est un mot qui faisait peur. Aujourd'hui, on en reparle plus du fait de la situation géopolitique. C'est ce qui garantit aujourd'hui à la France qu'en cas d'attaque, la France est en mesure de se protéger ou de riposter, à la mesure des dégâts qui lui ont été causés. Ça, c'est le paradigme français. On n'attaquera pas aveuglément. C'est un moyen de défense et un moyen surtout de négociation. Et alors, en sciences, comment vous, en tant que chercheuse, en tant qu'ingénieur, c'est quoi votre rôle pour assurer cette dissuasion? Et donc là, on est en tant qu'ingénieur-chercheur, on est un élément pour garantir par le calcul, uniquement par le calcul. Donc il y a eu des essais nucléaires par le passé, jusqu'en 1995. Il n'y a plus d'essais nucléaires qui sont réalisés par la France. C'est un choix. Parce qu'on est en capacité d'exploiter les résultats qu'on a eus par le passé, de s'appuyer dessus et de les simuler.
Et les simuler, ça veut dire qu'on intègre le comportement des matériaux, on intègre leur vieillissement, on intègre les effets de l'irradiation pour mettre tout ça sous forme, certes, d'équations mathématiques qui s'appliquent à la physique. Donc c'est un gros logiciel qui reprend les lois de la physique. Voilà, ce sont des gros logiciels qui reprennent des maths, de la physique, de la chimie, parce qu'il y a aussi de la chimie, on l'oublie trop souvent. On dispose au CEA de moyens de calcul que vous avez vus sur le film tout à l'heure, assez conséquents, très performants, qui se tendent aussi, qui se veulent et qui sont éco-responsables dans leur fonctionnement, dans leur système de refroidissement, qui sont innovants. Donc on se base aussi sur les compétences du CEA pour développer des ordinateurs qui soient performants sur l'électronique. Donc c'est un peu, est-ce qu'on peut dire que c'est les Sims du nucléaire en gros? C'est les Sims du nucléaire. Et donc aujourd'hui, toute la dissuasion nucléaire française se base sur la simulation et des expériences dites froides. C'est-à-dire qu'on vient vérifier des points de la physique qui nous paraissent obscurs ou sur lesquels on veut innover ou apporter des éléments de réponse nouveaux pour faire progresser les sciences et les applications. Et on vient faire des tests par partie. Et donc après, à nous de reconstituer en tant qu'ingénieurs-chercheurs ces tests par partie pour les remettre dans leur contexte et leurs applications. Et ça découle après tout ce qui a pu être fait, une grande partie des choses qui ont pu être faites sur les programmes de dissuasion nucléaire sont reversées dans la mesure du possible et de l'application sur le génie civil, sur les centrales, l'usage de l'énergie nucléaire ou même d'autres composants sur la décontamination, puisque bon, il y a eu des tirs, il y a eu des contaminations malheureusement au moment des tirs, qu'ils soient français ou autres nations. Et d'ailleurs aujourd'hui, votre travail, vous, c'est de travailler plutôt sur cette partie-là où on essaie de polluer au minimum et dans les sites qui ont été pollués, de les dépolluer. On appelle ça de la remédiation, c'est-à-dire qu'on vient essayer de retirer ou de trouver des solutions innovantes pour retirer la radioactivité dans les terres qui ont pu être contaminées. C'est par exemple Fukushima ou Tchernobyl. Aujourd'hui, on agit sur quoi? Sur la terre, sur les arbres, sur... Alors aujourd'hui, effectivement, on a tous en tête les accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Les terres sont contaminées, les sols sont contaminés, sont pollués pour des très longues périodes. Tchernobyl, on parle de 1986 et on a toujours une zone d'exclusion. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un laboratoire donc entouré aussi d'experts, d'ingénieurs-chercheurs, de techniciens aussi, de laboratoires où on vient proposer des solutions pour retirer la radioactivité de la Terre, pour la rendre habitable de nouveau. Parce que Tchernobyl, il y avait de la place, et donc on a fait il a été décidé une zone d'exclusion. Fukushima, le Japon n'a pas cette place disponible. Les gens veulent rentrer chez eux. Et donc, au lieu de venir racler des centimètres et des centimètres de terre et de les stocker dans un coin, en se disant, on verra. C'est ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'après la catastrophe, on enlève la terre. On enlève la terre sur plusieurs centimètres. Eh bien, aujourd'hui, on propose des solutions où on vient... Alors, un truc très rigolo, ça va être très... vous imaginez mettre de la terre dans un grand vase, avec un équivalent de produit vaisselle. Mais le produit vaisselle, le CEA est venu le développer, le tester, en développer même plusieurs, en tester plusieurs. On secoue avec un agitateur, avec de l'air. La terre flotte. Il y a du liquide vaisselle ou un équivalent, ça s'appelle pour de vrai un surfactant. Mais c'est le même principe, ça mousse, ça fait beaucoup de mousse. Et en fait, ce produit chimique qu'on est venu développer, il vient capter les particules radioactives. Donc exactement ce qu'on a envie d'enlever. Et donc ces particules radioactives, elles sont piégées dans de la mousse, ça tient dans ça, et en contrepartie, on va libérer des mètres cubes de terre qui sont décontaminés au-delà de 70%. Incroyable. Donc voilà. Donc, au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de travailler sur le programme de dissuasion, et c'est une très grande fierté, je ne le cache pas, de voir en quoi la dissuasion était utile, puisque j'ai passé après 9, même 10 ans sur la non-prolifération, c'est-à-dire... Donc là, c'est les négociations internationales pour éviter qu'on trop de pays aient l'arme nucléaire. Voilà, la France peut s'asseoir à la table en disant on a une expertise. Et cette expertise, on la met au service des autres pays pour les aider à acquérir
l'énergie nucléaire pour produire l'électricité dont les pays ont besoin, mais se prémunir des usages, des mauvais usages qu'on pourrait en faire. Donc ça, c'était une deuxième partie de ma carrière, et aujourd'hui, je suis plutôt sur la partie décontamination ou aussi solutions innovantes proposées aux industriels et aux partenaires qu'on peut avoir. Merci Florence. Géraldine, on revient vers la biologie avec vous, puisque vous êtes spécialiste de certains animaux, des petits mammifères carnivores, genre les suricates. C'est peut-être ce qui nous parle le plus sur les animaux que vous, que vous connaissez. On va revenir à des choses qui sont peut-être un peu moins stressantes, mais moi je travaille dans un institut qui fait de la systématique. Donc la systématique, déjà, c'est la science de la classification du vivant, la découverte des espèces, la description des espèces. On se base beaucoup sur des travaux de terrain. On va aux quatre coins du monde essayer d'étudier la faune, la flore, et sur nos collections. Donc les collections naturalistes, elles ont l'avantage de pouvoir couvrir un large panel d'espace et de temps. C'est-à-dire qu'ici, dans les tiroirs du muséum, il y a des spécimens qui sont empaillés, il y a des morceaux, il y a un bout de dent, il y a un bout de... Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être sous plein de formes. Alors moi, je travaille sur les mammifères. Donc par exemple, les mammifères, on connaît les mammifères naturalisés qu'on peut voir dans la grande galerie de l'évolution. Mais les spécimens sur lesquels on travaille en général sont plutôt, par exemple, des squelettes ou ce qu'on appelle des mises en peau, des peaux, c'est-à-dire des spécimens qui ne sont pas en forme, mais qui nous permettent quand même d'étudier tous les caractères morphologiques de ces animaux. Aussi, ces collections, elles permettent d'utiliser leur ADN. On arrive à extraire de l'ADN de collections assez anciennes, d'un siècle, un siècle et demi, voire plus. Et on peut surtout accéder à des populations qui sont désormais éteintes, par exemple, ou des espèces éteintes, mais au sein même d'espèces existantes. Donc tous ces travaux-là nous amènent sur le terrain à étudier ces animaux. Alors, par le passé, on collectait énormément d'animaux. Ça se fait encore dans beaucoup de taxons. Moi, je travaille sur les carnivores. C'est sûr que si je vais en Malaisie collecter un tigre pour le mettre dans les collections du muséum, on va je vais avoir des petits problèmes. Tous ces animaux sont évidemment protégés maintenant. Donc, on a plutôt des études qui ont moins d'impact sur les animaux. On peut parfois les capturer et leur prélever juste quelques poils ou une goutte de sang qui peut servir aux études ADN. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous allez sur le terrain, vous allez piéger un animal dans la forêt, faire quelques prélèvements, le relâcher. Oui, alors souvent on essaie de profiter pas uniquement une fois qu'on a réussi à capturer ces animaux, qui sont quand même très difficiles à capturer la plupart du temps, c'est pas uniquement faire des prélèvements. On fait des prélèvements pour nous, on fait parfois des prélèvements aussi pour nos collègues de Pasteur, par exemple, pour des suivis épidémiologiques. On fait aussi des mesures, on fait aussi du suivi de ces animaux. Donc parfois on les équipe de colliers émetteurs, soit en VHF, soit en GPS, pour pouvoir aussi acquérir des données sur leurs mouvements, leur micro-habitat. Toutes ces informations-là, elles sont importantes pour mieux connaître le fonctionnement de ces animaux. Moi, j'ai travaillé surtout donc, en systématique et évolution. Donc, au départ, j'ai surtout fait de la phylogénie. Donc, les animaux que j'attrapais et sur lesquels je faisais des petits prélèvements pour l'ADN, c'était plutôt pour retracer les relations de parenté entre ces animaux. Faire un arbre généalogique C'est comme un arbre généalogique, on essaie de retracer l'évolution, les relations de parenté. Maintenant, on est plus à un niveau population, c'est-à-dire qu'on va regarder au sein de ces espèces un petit peu comment s'est mise en place cette diversité. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé en Asie du Sud-Est, et en Asie du Sud-Est, on a un système continental et insulaire qui a beaucoup subi des fluctuations climatiques et donc de niveau des mers, et de comprendre comment tout ça s'est mis en place, et est-ce que ces barrières qui ont pu être créées, soit par une montagne, soit par une montée des eaux, vont conduire à une spéciation, c'est-à-dire la création d'espèces, ou une différenciation des populations. C'est-à-dire que les populations se séparent et puis elles finissent par carrément évoluer tellement de leur côté que ça crée une nouvelle espèce. Ça peut être une nouvelle espèce, ça peut être une population différente, ça peut être aussi par adaptation à un environnement local. Et ça, c'est important pour la compréhension de l'évolution de ces espèces, mais aussi pour le futur, parce que si on arrive un peu mieux à comprendre ce qui s'est passé avec ces impacts, on peut les prédire aussi. Oui, la finalité de tout ça, c'est aussi les protéger, c'est aussi de vivre avec eux. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ces travaux, à la fois de terrain, déjà permettent de connaître mieux l'habitat dans lequel elles vivent. Souvent, on ne se rend pas compte. Vous regardez une carte de répartition d'un carnivore quelconque. Alors, moi, je travaille sur les civettes, les mangoustes, effectivement. On a l'impression qu'ils sont partout si on regarde sur la carte. Et en fait, non, ils sont sur des petits patchs, et ils sont souvent, parfois, très spécialisés dans un habitat
particulier, donc c'est vraiment important de le connaître. Si on le détruit, Si on le détruit, ils peuvent disparaître, ou les populations peuvent être tellement isolées qu'il n'y aura plus de reproduction et qu'il peut y avoir voilà, une diversité génétique qui va baisser, une structure génétique qui va s'altérer. Et aussi, mieux connaître ces entités différentes permet aussi de les conserver, à savoir, c'est important de savoir si on a affaire à une espèce, une sous-espèce, à quelque chose qui a une répartition continue, où il n'y aura pas trop de soucis si on perd un petit fragment de population. Groupe, un endroit. Et parfois, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment important aussi pour cet aspect-là. Donc, il y a une continuité, en fait, entre nos recherches et l'implication que ça peut avoir. Et aussi, lors de ces travaux sur ces animaux de terrain, on a pu aussi utiliser ces données génétiques pour mieux comprendre les lignées qu'on a sur des programmes de reproduction en captivité. Alors c'est le cas, moi j'ai fait ça sur le binturong, il y en a à la ménagerie si vous voulez les voir, c'est des trucs tout hirsutes bizarres là, et vous les sentez au passage, je vous conseille Comment vous d'aller dites voir. que ça s'appelle ? Le binturong. Ils sont dans la ménagerie juste le long du jardin des plantes. Okay. Donc on a travaillé sur des animaux comme ça. Là, le challenge, c'est savoir s'ils vont pouvoir survivre en captivité, s'ils vont pouvoir se reproduire en captivité. C'est de bien étudier les populations captives d'un point de vue génétique pour voir si la diversité génétique est suffisante, s'il y a des lignées qu'on veut préserver ou pas, ne pas mélanger. Pour ça, il faut avoir les lignées sauvages, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et ce genre d'études aussi nous a permis, il y a énormément sur ces animaux en Asie du Sud-Est de trafic pour des animaux de compagnie, pour les utiliser comme animaux de compagnie, ce qui évidemment pour un animal sauvage n'a aucun sens, mais aussi parce qu'il y a du trafic pour les consommer. Ce sont des animaux qui sont consommés notamment en Chine et au Vietnam en particulier, et de pouvoir retracer, grâce à ces études génétiques, quand on fait une saisie, de savoir d'où viennent ces animaux, de retracer un petit peu les chemins que prennent ces trafics, qui sont devenus, qui sont énormes. On connaît l'histoire du pangolin, mais c'est vrai que j'ai des collègues qui travaillent par exemple sur le pangolin, pour essayer de retracer d'où viennent les animaux qu'on saisit. Si on en saisit au Nord-Vietnam, on se rend compte qu'il y en a qui viennent d'Afrique, donc déterminer l'espèce. Donc on peut avoir de l'expertise de ce genre, mais qui sert aussi pour les suivis de ces trafics qui sont devenus extrêmement importants sur la faune sauvage, notamment en Asie du Sud-Est. Oui, avec la mondialisation, il y a des animaux qui peuvent bouger dans le monde entier, et on l'a vu avec le Covid par exemple. C'est là où il a été important de retracer toute cette histoire du pangolin. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai travaillé aussi sur la précédente épidémie, le SRAS. qui est sur le SRAS, parce que on a découvert l'épidémie est partie vraiment d'animaux tués dans les marchés, dont une civette sur laquelle je travaillais, la civette palmis masquée, et qui s'est révélée en fait probablement plutôt un intermédiaire. Ce sont des virus qui sont plutôt chez les chauves-souris, mais de retracer ces chaînes et de comprendre en fait en quoi retrouver ces animaux sauvages ou captifs ou de production de soi-disant fermes sur les marchés peut avoir un impact sur la santé humaine, et comment ça se met en place. Donc il est clair que d'avoir cette faune sauvage en contact d'animaux domestiques crée un risque énorme en fait de transmission de virus entre espèces et à l'homme, et donc d'avoir tout ce suivi est extrêmement important, pas uniquement pour la protection de ces animaux qui rentrent dans le trafic et qui sont consommés, mais aussi pour d'autres applications de ce genre. Et alors dans votre métier, parce que donc là c'est votre sujet, mais après ça nous indique pas forcément ce que vous faites de vos journées, et pour le coup vos journées elles sont quand même très très différentes les unes des autres. On vous entend à la radio, vous avez participé à la création d'une exposition, vous êtes parfois dans certains zoos pour parler d'animaux en captivité, vous êtes sur le terrain à l'autre bout du monde, vous encadrez des étudiants. C'est hallucinant de faire tous ces métiers-là en un. Alors on fait rarement tout ça dans une même journée. Oui. En fait, ça fait partie aussi, au muséum, justement, par rapport aux enseignants-chercheurs universitaires qui ont la recherche et l'enseignement. Nous, on a, ça a été rappelé tout à l'heure, un certain nombre de missions. Et donc, on fait la moitié de notre temps de la recherche, mais dans l'autre partie du temps, on fait aussi bien de l'enseignement que de la diffusion, de l'expertise. Moi, je suis en charge de collection, donc mon expertise pour ces collections fait que je cherche à enrichir ces collections, à les valoriser, à ce que la recherche soit faite dessus par nos équipes, mais aussi par la communauté internationale, donc les mettre à disposition. Donc l'ensemble de ces missions couvre
plus ou moins de façon importante selon la période de la carrière. C'est vrai que maintenant je fais peut-être un peu plus de diffusion et j'étais commissaire d'exposition sur. Il y a eu une exposition sur les félins, une précédente sur les ours. Et vous, c'est quoi ce que vous préférez? Ça dépend. Est-ce que c'est possible? Ça dépend des moments. C'est très très bien d'aller sur le terrain au fin fond de la forêt, essayer d'attraper nos bêtes préférées et pouvoir utiliser les données qu'on a récupérées pour développer des programmes de recherche. C'est passionnant. C'est parfois un peu fatigant aussi. C'est quand on a fait beaucoup. Maintenant, j'aime bien y aller, mais un petit peu moins, ou dans des conditions un petit peu plus confortables que dans un hamac entouré de sangsues. Mais ça fait partie du travail. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout la diversité. C'est-à-dire qu'on a des périodes où on fait plus ou moins ces activités, mais l'avantage, c'est qu'on a accès à une grande diversité d'activités. Et moi, il me paraît extrêmement important de pouvoir diffuser au plus grand nombre, les enfants, aux plus grands ou aux étudiants, nos connaissances et une sensibilisation aussi à la protection de la biodiversité. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. On parle beaucoup de climat, mais en fait, la biodiversité va être aussi ce qui va permettre de peut-être un petit peu temporiser un petit peu ce qui se passe au niveau du climat. Donc ça me semble extrêmement important, cette sensibilisation. Donc ça passe aussi par ça. Mais ça n'empêche que je continue quand même ma recherche, encadrer des étudiants en thèse et sur des sujets divers. Vous vous retrouvez là-dedans dans le fait d'avoir des journées qui, pour le coup, ne se ressemblent pas trop et avoir plein de missions différentes? Oui, en effet, pas seulement si je regarde ce même type, mais aussi dans toute ma carrière. Je peux dire que, par exemple, j'ai bien retrouvé le mot logiciel et ça se rassemble plutôt, par exemple, à journée type que j'ai vécu des années, mais pas chaque jour, mais en journée type où on est en train de faire une simulation. Moi, j'ai encore hier vérifié si ça existe le jeu que je jouais et ça se rassemble trop. Peut-être ça vous parle, un jeu Sims. Ça existe encore. Pour moi, c'était vraiment ma journée type. On essaye de faire des petites briques, maisons, construire quelque chose et après voir comment ça va se comporter en cas de tempête ou voilà, de la vie. Et ça, c'est notre réacteur. On a pu quand même voir sur l'écran et faire une simulation de ce type. Comme ça, ça c'était des journées type. Après, très vite, quand on est dans le monde de la recherche, on a envie de transmettre. On est dans des équipes, comme ça on échange avec des collègues, soit en France, soit à l'international, parce que le monde nucléaire est assez international. Ça, c'est vraiment l'avantage, qu'on a la possibilité peut-être de comparer notre maison Sims avec un collègue qui a fait un peu similaire. On a aussi des étudiants, on essaye, comme aujourd'hui, de vous transmettre, de vous expliquer pourquoi c'est un métier passionnant et à quoi ça peut rassembler vos journées. Ensuite, j'avais la possibilité de rejoindre une équipe expérimentale parce que dans le monde science, je pense que c'est très intéressant que si je vous partage que peut-être vous imaginez chercheur, quand on dit science, vraiment comme c'était dit, on est dans un laboratoire. Moi, je n'étais pas très douée de manipulation avec des mains, par exemple. Et moi, je me suis dit, science, ce n'est pas pour moi. Moi, je me suis plus retrouvée dans ce jeu de Sims, voilà. Mais moi, j'avais de la chance d'être avec des équipes experts qui font des expériences. Ils faisaient des expériences avec leurs mains. Avec leurs mains, ils doivent se protéger, ils doivent inventer, acheter les matériaux, interagir avec des supports. Ce sont des équipes pluridisciplinaires, plusieurs niveaux. Vous ne devez pas être bac plus 8 pour faire ce travail. Même des techniciens et techniciennes, ils ont vraiment la valeur très ajoutée. C'est un vrai travail d'équipe très complexe pour bien planifier, bien préparer, interpréter. Parce qu'on a besoin de ces expériences. Parce que vous savez, dans le nucléaire, on ne peut pas tout tester dans un réacteur. Il est là-bas pour qu'il produise l'énergie. Et quand on va être sûr qu'il va produire bien et on peut l'améliorer, il va produire plus et plus long terme. Et voilà, on doit être sûr que ce qu'on construit, ça donne du sens. Et c'est pour ça qu'on a besoin des expériences pour nos réponses. Et le résultat des expériences, on donne pour des simulations, le logiciel, ce jeu de Sims. Ça c'est vraiment marié un peu comme ça. C'est-à-dire avoir de la chance, oui, d'être proche des équipes qui font des expériences. Ça, c'était totalement... les journées de type sont complètement différentes. Et maintenant, les derniers 4 ans, j'ai la possibilité d'être chef de laboratoire. C'est-à-dire encore un nouveau métier. Un nouveau métier, un management, que moi, à 18 ans, j'avais des amis qui se sont décidés à 18 ans à aller étudier management. Et là-bas, je me suis dit, OK, moi, je fais la science, c'est pas pour moi. Peut-être je me suis fermé la porte, c'est vraiment comme ça.
Et en réalité, non, parce que dans un grand institut comme CEA, vous commencez par la recherche, vous comprenez le métier, c'est votre passion, et petit à petit, vous avez la possibilité d'évoluer, prendre des responsabilités, essayer de donner un peu la direction, être plus au côté négociation, on peut dire, donner du sens, accompagner des gens dans leur quotidien et les faire évoluer, les orienter dans la carrière. Et tout ça, ce sont des journées complètement différentes. Voilà. Donc en sciences, on commence avec un métier, puis on termine avec potentiellement quelque chose qui n'a rien à voir. Sur le travail en équipe, vous en avez toutes parlé. Ça, c'est un point, j'ai l'impression, central. On grandit un peu avec l'image de plein de figures historiques, et donc on a célébré notamment des hommes, et on pense qu'ils sont tout seuls à faire leurs recherches. Dans la réalité, ça se passe jamais comme ça. Amélie, est-ce que vous voulez me dire quelques mots ? Oui, mais je crois que ça a été en effet très bien exprimé. Là, le maître mot, à mon sens, c'est le collectif. Donc je pense que c'est quelque chose d'important auquel vous pouvez peut-être réfléchir dans le sens où finalement, si c'est une valeur importante pour vous, de travailler en équipe, de profiter du talent de chacun, ça a été dit, et on n'a pas tous, évidemment, tous les talents, et c'est bien d'essayer un peu de voir aussi quelles sont vos préférences ou vos talents naturels. Et je trouve que dans le métier de la recherche, ça brasse énormément de personnes, je veux dire, même en termes, parce que vous avez vu que dans notre société, on est quand même très canalisé par à la fois le niveau social, les écoles qu'on fréquente, les réseaux, etc. Et ben, en recherche, c'est l'opportunité d'être justement, de rencontrer un peu tout un chacun, des gens que vous n'auriez pas croisés autrement. Et le point commun, c'est la curiosité, c'est l'envie de savoir et de transmettre, de produire de la connaissance, d'être fier de produire de la connaissance. Et tout ça, c'est un projet collectif. Donc, il y a énormément de valeurs, et je pense qu'on est des bons témoins ce matin du fait que c'est extrêmement épanouissant de travailler dans ce domaine-là, je pense, pour toutes ces raisons. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, qui se tente à répondre ? Sur le fait difficile, je peux peut-être donner un témoignage parce que, en effet, par exemple, mon parcours, il était, je pense, le plus exotique. Je viens de la Slovaquie, pays de l'Union européenne. J'ai fait mes études en République tchèque, c'était déjà à côté. Et j'ai fait la décision d'aller en France pour travailler en France. On gagne mieux en France qu'en Slovaquie. Ça, je peux dire. On a surtout en France, et ça je reviens côté de la recherche, c'est pas juste la question qu'est-ce qu'on gagne, mais qu'est-ce que, si on travaille, qu'est-ce que l'environnement nous permet de faire. J'ai beaucoup de collègues à l'étranger qui veulent faire la recherche, qui veulent, on peut dire, acheter des dispositifs, et quand on les demande en réunion en disant mais bon, allez-y, ils disent non mais c'est l'appareil, on ne peut pas acheter. Mais en France, le fait que nucléaire, vraiment, c'est très, très important. Il y avait la question combien de gens travaillent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais on n'a pas assez. On veut plus de gens qui vont travailler dans le nucléaire. Et le pays accompagne, on peut dire, ce développement, il investit. Et c'est quelque chose à considérer aussi, parce que venir au travail chaque jour et de ne pas avoir trop de moyens et juste être capable de faire ce travail, même si on gagne beaucoup un jour, voilà, c'est pas satisfaisant d'un mon point de vue. De vraiment venir au travail et voir qu'on arrive à recruter, on arrive que de nouveaux gens arrivent, on a des collègues, on arrive à voyager, on arrive à acheter des appareils qui coûtent cher pour après faire la recherche. Ça, c'est très, très stimulant. Et donc, c'est pas difficile quand on a les moyens de le faire. Comme ça, en France, je pense, oui, le parcours, moi, quand je traverse des pays, on a vraiment de la chance en France. Je suis maintenant française, je le dis avec fierté, on a de la chance d'être en France, faire vraiment des sciences haut niveau. Et après, la question sur difficile, je peux aussi répondre côté l'anglophone, parce que c'est Journée Femmes en Sciences, on a pas mal de filles dans la salle. Je ne cache pas que, parce que moi je suis beaucoup engagée dans l'égalité homme-femme et tout ça, je suis même la présidente de France, c'est un autre storytelling, mais je peux vous dire que
pareil, ça devient, ça commence à donner du sens parce que même le jour d'aujourd'hui, il y a un siècle, on n'a pas pu le faire. On ne s'est pas posé la question. Aujourd'hui, on se pose des bonnes questions. Alors, la vie, on peut dire, on prépare le terrain. C'est pas qu'on prépare le terrain pour des femmes. C'est pas la question. Le genre aujourd'hui, c'est un sujet, mais ça ne doit pas être critère de décision. Pour ça, on essaye vraiment de changer le système pour qu'on se retrouve tous, parce que même côté talent, on a besoin de tout le monde dans l'avenir. Voilà, pour que les portes ne se ferment pas. C'est pour ça, je pense que oui, défi, il existe tout et partout, mais c'est assez stimulant que, voilà, je pense qu'on a de bonnes conditions d'avancer ensemble. Et alors sur la fourchette de salaire dans les sciences, c'était la dernière question qui était posée. Est-ce que quelqu'un veut se tenter de répondre? Peut-être une fourchette. Après, on l'a vu, il y a plein de métiers aussi dans les sciences. Non, mais en fait, peut-être on n'a pas tout à fait les mêmes grilles de salaire, je ne sais pas. En fait, non, mais c'est vrai que moi, en tout cas, moi, je me considère, comme appartenant aux sciences humaines. Et donc les sciences humaines, parfois on les oppose, c'est dommage, mais un peu aux sciences dures, entre guillemets, voilà, celles qui vous apportent en effet des solutions pratiques pour le quotidien, qui sont dans l'innovation pure et dure. Nous, les sciences humaines, on est là en fait un peu pour rappeler que d'abord on est des humains, et les humains, c'est de la biologie, c'est de la culture, c'est une imbrication de tout ça, c'est un peu compliqué. Alors évidemment, on ne produit pas des choses très appliquées tout de suite, donc je pense que nos métiers sont parfois pas assez valorisés, et peut-être que financièrement ça se ressent, je ne sais pas. Pour vous donner une idée sur l'aspect difficile, moi je ne trouve pas que ce soit difficile parce que c'est que de la passion et que finalement, dès que tu rentres en doctorat par exemple, tu vas être payé pour faire ton métier. Donc ça, c'est une chance formidable. Après, c'est un peu compétitif. Ça, on ne va pas se mentir. On est quand même, justement parce que le fait que nos domaines ne soient pas toujours très financés, fait qu'il y a peu, par exemple, d'offres de doctorat dans nos domaines, dans mon domaine de sciences humaines. Donc, évidemment, il y a une compétition, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est dommage d'ailleurs, parce qu'on perd des jeunes qui sont talentueux, mais qui ne vont pas forcément trouver leur place, parce qu'il n'y a pas de la place, je veux dire, financièrement, on ne peut pas financer tout ça. Pour donner une idée, encore une fois, un doctorant, donc après le Master 2, quand il rentre pour 3 années de recherche, il va gagner entre 2 000 et 2 500 euros par mois, ce qui donc n'est pas énorme, évidemment. Alors encore une fois, c'est parce qu'on considère que c'est encore une phase de formation, et donc c'est aussi parce que voilà ce qu'on disait, on est en formation, puis c'est le plaisir quand même de travailler dans le domaine qui nous plaît. Après, on est fonctionnaire. Ça veut dire qu'on a la sécurité de l'emploi, et ça veut dire... Ah, peut-être pas chez vous. Alors, pas tout le monde chez nous non plus, mais la majorité des chercheurs sont fonctionnaires, ce qui veut dire qu'en fait, ils ont une évolution de leur grille de salaire régulière au cours du temps, et ils peuvent aussi bénéficier de certaines petites promotions. Voilà. Et donc, voilà, moi, par exemple, je suis maître de conférence, j'ai une dizaine d'années d'expérience, 12 ans derrière moi. Et là, je suis dans une fourchette de salaire net, donc je perçois réellement, qui est entre 4 000 et 5 000 euros. Alors, je trouve que pour faire mon métier, c'est quand même formidable. C'est quand même des beaux salaires. Merci beaucoup, mesdames. Je veux rajouter quelque chose ?